Bonjour à tous. Alors vous avez eu un programme bien dense depuis ce matin. Vous avez beaucoup entendu parler de diagnostic, des diagnostics avec le diagnostic positif, différentiel, le diagnostic étiologique, les comorbidités, le fonctionnel. Nous allons essayer d'illustrer tout ça à partir de l'histoire d'un petit garçon que nous avons suivi pendant différentes étapes de sa vie. L'idée, c'est d'essayer de vous le faire visualiser et de vous montrer son parcours aux différentes étapes de sa vie, aussi bien à la maison, à l'école et pas seulement dans nos cabinets à nous. Donc ce ne sera pas, voilà, ce sera complémentaire du cas clinique que vous avez vu tout à l'heure qui montrait un bilan diagnostique à intenter. Alors, donc je vous présente Louis, il est tout petit et pendant ses premières années de vie, pas de grosses difficultés d'après les parents, il a marché à 17 mois. Les parents le décrivent un petit peu lent dans les différentes étapes pour changer de position, pour bouger, jouer, mais globalement il avance bien, il joue un petit peu à tout. Le langage un petit peu lent à se mettre en place avant 3 ans aussi. Et puis, il ne regarde pas vraiment dans les yeux très tôt, mais dans un contexte aussi de mise en évidence d'un strabisme divergent, donc qui n'inquiète pas spécialement les parents d'emblée. Donc il a peu de regard direct. Par contre, il exprime ses besoins, ses désirs, il est bien dans l'interaction, il a des jeux très diversifiés comme je vous le disais. Par contre, ce qui inquiète plus les parents, donc là on est vers l'âge de 3-4 ans, ce sont ses difficultés motrices puisqu'il tombe souvent, il a du mal à se relever, il marche parfois sur la pointe des pieds. Et autre chose que les parents pourront signaler de son entrée à l'école, c'est ses difficultés à être proche des autres enfants. Il reste toujours un petit peu de côté. Il a du mal, n'accepte pas qu'on les touche. Parallèlement, je vous avais dit, le langage était un petit peu lent. Il n'y avait pas encore beaucoup de langage à 3 ans, donc il est vu en orthophonie précocement. Il est suivi et une belle évolution avec un retard de langage qui se comble en 2 ans. L'orthophoniste parle d'un petit trouble de parole qui persiste. Donc en fait, on a ce profil d'enfant qui, pendant ses premières années, évolue avec les chutes qui inquiètent, ces difficultés, ces maladresses motrices plutôt globales, et à côté, le retard de langage, des petits troubles dans les interactions, mais qui ont l'air d'aller en s'améliorant avec le progrès du langage. Petit à petit, Louis s'achemine vers sa rentrée en CP. Il a acheté son cartable. Et alors là, les inquiétudes apparaissent puisque toujours à la maison, il est partant pour tout faire, il va se promener, tout ça. Par contre, dans la motricité, il est toujours maladroit, il tombe. Les parents trouvent qu'il ne s'intéresse pas beaucoup au dessin, à l'écriture, ne se concentre pas beaucoup non plus. Par contre, il confirme qu'au niveau du langage maintenant et de la communication, ça va beaucoup mieux. À l'école, il est très passif, il est lent, il est peu réactif, il ne regarde pas le bureau, il regarde plutôt la petite copine pour essayer de copier sur elle. Enfin, pas de copier sur elle, d'utiliser son écrit qu'elle a à côté d'elle. C'est vraiment... voilà, il est lent pour utiliser les outils, il a besoin d'être recentré, il est fatigable en fin de journée, enfin même dans l'après-midi, et il n'aime pas trop être en groupe, pas trop jouer au foot non plus à la récréation. Il consulte alors, donc il y avait déjà le suivi orthophonique, en établissement CAMS, on retrouve ces difficultés à capter le regard, on se questionne sur un retard de maturité, un déficit attentionnel, il y a un retard moteur, des troubles de motricité globale et fine. Le bilan psychologique confirme des bonnes compétences cognitives, un profil quand même hétérogène, et donc l'hypothèse d'un trouble du neurodéveloppement est posée, d'un trouble de coordination. Je crois que j'ai juste un dessin pour illustrer un petit peu ce qu'il peut faire vers 6 ans, donc assez joli. Donc c'est lui qui décrit un volcan, un hôtel français et le soleil qui cuit. En orthophonie, le retard de parole reste modéré. On repère des petites difficultés en lecture, des confusions visuelles, un graphisme un peu approximatif. Le raisonnement logicomatique fragile, mais voilà, ça commence à être surveillé. Il est vu en bilan de psychomotricité. Là, je suis désolée, ça va vous frustrer, mais je n'ai pas les données. Je n'avais pas le compte-rendu écrit. Très important, les comptes-rendus écrits, merci. Ce n'était pas fait exprès, mais en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas retrouvé. Et puis, il n'est pas suivi, pour des raisons d'organisation de la famille des professionnels, tout ça. Par contre, il est vu en orthopsie. Je vous rappelais qu'il y avait un strabisme divergent. Il y a ces difficultés au niveau du graphisme. Et en fait, on ne repère pas de difficultés neurovisuelles, de troubles fonctionnels, mais surtout des conséquences du strabisme sur la qualité de la vision binoculaire, sur les troubles oculomoteurs. Et un petit garçon qui a toutes ces activités visuelles qui restent très lentes. Un suivi est proposé.
et l'enfant est vu au CRTLA en complément. Alors, le complément, donc là je vais passer vite, sur le plan clinique, neurologique, pas beaucoup d'inquiétude sur le plan moteur, aussi bien au niveau cérébral que musculaire. Il a des troubles de coordination effectivement très globaux, des mouvements très brusques qui peuvent être saccadés, qui sont même impressionnants en début de consultation, mais avec un tout petit peu de réassurance de l'étayage, il prend son temps, il est fluide, précis, et donc l'examen est considéré comme normal, et pas de signe non plus qui pourrait faire penser à un déficit attentionnel. Sur le plan neuropsychologique, le bilan était rassurant aussi dans les différentes fonctions cognitives, notamment les fonctions visio-constructives. Il y avait le petit retard de parole, mais il était compréhensible. Et par contre, était noté le retentissement fonctionnel du strabisme, donc comme déjà évoqué. Et l'orthoptiste qui le revoit après un an de suivi confirme ce retentissement qui semble se majorer au niveau des différentes actions, notamment dans les tâches écrites. Bon, là, c'était des petits exemples, vous en avez vu déjà tout à l'heure. L'écrit est compliqué pour lui. Il fait des pauses très souvent, le geste est un petit peu tremblé, très crispé et effectivement très coûteux. Donc la première hypothèse, ça va rester un trouble développemental de coordination. On a aussi des éléments visuels plus en faveur, en rapport avec le strabisme et le retentissement fonctionnel de ce strabisme qui le gêne. Et on repère ces discrets troubles du comportement et du contact qui sont en voie d'amélioration depuis qu'il est tout petit, mais qui persistent, en tout cas qui n'est pas invalidant dans son quotidien. Donc il grandit, il passe ses années de primaire, avec entre finalement le CE1 et les dernières années de primaire, au niveau de l'école, une grande fatigabilité, et puis un petit garçon qui se décourage. Il n'écrit plus. En CM1, il n'écrit plus du tout. Il n'a pas d'AESH qui lui a été refusé une fois ou deux. Il a besoin de l'adulte à ses côtés. Il comprend toujours les notions. L'école, les enseignants sont convaincus qu'il est intelligent, effectivement, mais il est très fatigable, très lent, et sa participation est très fluctuante. À la maison, c'est toujours un peu pareil. Les chutes qui persistent, même sans obstacle. Les progrès dans l'expression orale, quelques difficultés dans les habiletés sociales, et sa concentration qui varie beaucoup selon les centres d'intérêt. Donc au tout début, on s'était posé la question d'un déficit attentionnel qui n'avait pas été retrouvé sur les éléments neuropsychologiques et cliniquement non plus, puisqu'il est vraiment bien présent et attentif selon le centre d'intérêt et la motivation. Il est quand même vite fatigable, il arrête toute activité périscolaire, notamment le sport, parce que son emploi du temps est trop chargé et puis il passe beaucoup de temps à la maison à essayer de récupérer un petit peu le travail scolaire et les devoirs aussi. Il avait eu une pause en suivi orthophonique puisque ça allait beaucoup mieux. Le suivi est repris parce que le langage écrit est difficile à se mettre en place quand même. Et en 18 mois de suivi, il reprend le plaisir pour lire et il accepte de reprendre l'écrit. Donc c'est déjà super chouette. Il redevient vraiment participant dans ses apprentissages. Mais l'écrit reste vraiment de très mauvaise qualité. Et par contre, en orthopsie, progressivement, les progrès sont notés, une amélioration de l'endurance, et progressivement, la rééducation qui s'est poursuivie peut s'espacer et laisser la place effectivement aux autres accompagnements. Sur le plan médical, cliniquement, on retrouve toujours les mêmes choses avec cette fluctuation de cet enfant, la lenteur qui est motrice, idéomotrice, même dans son expression orale, selon les centres d'intérêt et selon les moments. Et il a été vu à plusieurs consultations pédopsychiatriques parce qu'on se questionnait sur son anxiété au départ et puis toujours cette particularité dans le contact. Mais à ce moment-là, qu'il retrouve des troubles du contact initial comme à chaque consultation, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contact visuel au début, il semble ne pas vraiment être attentif à nous, et puis très vite, en quelques minutes, il est participant et ça va beaucoup mieux. Et là, on arrive, comme il est à nouveau partant pour travailler à l'école, pour trouver des solutions par rapport à son écrit, il est vu en ergothérapie. La question était, est-ce qu'il pourrait profiter de la mise en place d'un support informatique, puisque même si l'écriture manuelle a été reprise, elle reste très compliquée. Le bilan confirme, comme on l'avait vu déjà au niveau du bilan neuropsycho au début et des bilans orthoptiques, l'absence de troubles de perception spatiale, une qualité gestuelle qui peut être bonne, les praxies visio-constructives également. Dès qu'il doit se mettre à l'écrit, par contre, il est en grande souffrance. Il est lent, il bâille, il s'affale sur la table, il est tout rouge. C'est vraiment très compliqué. Et pour une écriture qui peut être à peu près lisible, mais très, très lente, puisque ces 4 petites lignes, il les a faites en 7 minutes et quelques.
Donc on peut imaginer qu'il soit fatigué quand même dans sa journée. Du coup, la professionnelle propose l'apprentissage de l'ordinateur. Quand c'est testé, il n'est pas du tout plus rapide, mais par contre, il n'a pas l'air d'avoir de manifestations physiques, donc peut-être qu'en tout cas, on se dit que ça va être proposé. Étape suivante, on arrive à l'entrée au collège. Les parents consultent en se questionnant effectivement sur ce qui peut être intéressant pour lui. Alors, les parents évoquent à cette consultation des difficultés relationnelles avec les camarades qui s'aggravent pour la gestion des conflits, la perception des émotions. Il est vraiment perdu avec les copains. Et cliniquement, j'ai moi eu l'impression qu'il s'aggravait à ce moment-là, avec des gestes qui pouvaient rester de bonne qualité, fluides, précis, s'il était lent, parce qu'il est toujours lent, ça on l'a bien dit, et par contre qui devenait vraiment brusque, quasiment dysmétrique, avec une ataxie quand on lui a demandé d'accélérer. Donc avec les éléments un petit peu évolutifs, je confirme ce que disait Marie-Aude juste avant, cliniquement on n'est pas toujours très sûr de nous. Et là, je me suis dit, je vais quand même vérifier l'IRM cérébrale qui n'avait jamais été faite jusque-là et qui revient normal. Ouf, je ne m'étais pas trop trompée depuis le temps. Sur le plan, il est vu par le psychologue scolaire. Là, la question était aussi, est-ce qu'il peut passer en 6e ordinaire ou est-ce qu'il va lui falloir une autre orientation? Le bilan confirme ses bonnes compétences, un profil quand même hétérogène, des compétences en résolution de problèmes, mais voilà, tout ça reste fluctuant, fragile. Et il est vraiment très peu autonome, de toute façon, dans tout ce qu'il fait à l'école. Alors, il est vu aussi au centre en bilan pédagogique qui nous aide à savoir si l'enfant a suffisamment de compétences pour pouvoir profiter de la 6e, si ça va être vraiment très difficile parce qu'il y a beaucoup de lacunes, beaucoup de choses compliquées. Chez lui, alors, vous lisez probablement pas très bien. Ce qui est en plus noir, c'est les notes vraiment très faibles du genre 7 sur 24, 4 sur 16. Ce sont les compétences qui sont vraiment trop fragiles pour lui. Et donc, dans ces deux matières-là, il a de très bonnes compétences dans certains domaines et d'autres beaucoup plus fragiles. Du coup, il est orienté plutôt en Ulysse Collège, dans l'idée qu'il soit inclus, parce qu'il est intelligent, le plus possible, et toujours le travail de l'ordinateur. Compte tenu de la majoration des troubles relationnels, nous le voyons ensemble, toutes les deux, pour se poser la question d'une évaluation un petit peu plus complète. Et donc, je passe la parole à Catherine. Donc, on voit au Centre Source Autisme, on voit Louis, il a 10 ans et demi. On fait à la fois des observations informelles comme ça sur des temps pas forcément structurés, puis des bilans étalonnés. Et donc lui, il apparaît dans l'échange, il répond aux questions de l'adulte, il raconte spontanément les difficultés qu'il rencontre, mais on voit qu'il laisse peu d'occasion d'intervenir pendant son récit. Son discours n'est pas toujours fluide, mais il reste quand même adapté, sa compréhension est bonne. Il peut parler spontanément de son sentiment de persécution de la part des autres, avec notamment ses colères, ses réactions excessives de défense. Il semble manquer un peu de réciprocité sociale et ne pas toujours très à l'aise dans la conversation, même s'il est capable d'en tenir une. Son regard est présent la plupart du temps, mais peut être aussi dans l'évitement. Et là, aucun intérêt restreint au comportement stéréotypé n'est noté pendant les 2 jours du bilan. Alors, on fait donc un ADI, c'est un entretien avec les parents qui porte sur la période du développement de 4-5 ans et la période actuelle. Et en fait, on essaie de voir s'il n'y a pas des particularités à la fois dans la communication, les interactions et les comportements. Et donc, les parents rapportent eux aussi un discours qui n'est pas toujours fluide, qui est parfois avec un ton aigu, des phrases hachées, des mots plus élaborés que les autres enfants, parfois une lenteur d'expression, pouvant aussi passer du coq à l'âne. Les parents relèvent également une certaine sociabilité, mais vraiment une maladresse dans ses relations avec ses pairs, avec du mal à gérer les remarques qui lui sont faites. Et du coup, il y a des moments d'agressivité, il s'isole socialement dans la cour, il a du mal à reconnaître les émotions des autres. Il est capable de faire des commentaires inappropriés et puis quand on lui fait remarquer de s'en excuser. Il a du mal à comprendre le second degré, mais il peut aussi faire quelques blagues.
Et puis, il a aussi du mal à accepter les changements, même s'il a quand même pas mal de capacités par rapport à d'autres à les accepter. Et puis, il accepte assez bien les règles. Il a des intérêts variés, mais il fait rarement des jeux de faire semblant et il est vite déconcentré par le bruit. Et plus jeune, il était difficile de capter son regard. Et donc, quand on fait quand on score en fait cet outil qui nous aide à objectiver les observations qu'on peut faire, il est à la limite d'un seuil de trouble autistique, mais il ne rentre pas complètement dans les critères. Du coup, on a fait ce qu'on appelle un ADOS, c'est une échelle d'observation de l'autisme infantile et qui est filmée, qui se passe en interaction duelle et où on propose un certain nombre d'items en rapport avec les TSA. Et là, il est largement en dessous des seuils du TSA. On ne repère vraiment pas grand-chose sur ce temps-là. On fait donc une autre échelle, c'est l'échelle de Vineland, donc pour voir tout ce qui est autonomie, socialisation, comportement, rapporté à l'âge d'un enfant du même âge. Et on voit qu'il a de faibles capacités adaptatives. Le bilan psychologique retrouve les compétences non déficitaires, mais hétérogènes, et avec des bonnes compétences de raisonnement analogique et perceptive. On fait des épreuves de théorie de l'esprit, c'est-à-dire de reconnaissance des émotions, pour voir si il peut se mettre à la place de l'autre. Et là, on voit que les difficultés, là, on objective des difficultés plus importantes au niveau de la compréhension de l'humour et de l'ironie et du second degré. Le bilan psychomoteur, moi j'ai eu le bilan. Il y a des difficultés, on retrouve les difficultés du contrôle postural, du tonus, une marche sur la pointe des pieds, une course peu fluide. Bon, l'immaturité graphique, et ça on l'avait déjà, et puis des immaturités au niveau de l'image de soi, et puis beaucoup de difficultés attentionnelles. Et le profil, on termine par le profil de Dune, donc c'est au niveau de la sensorialité, et qui met en évidence avec les parents une hypersensibilité tactile et une fatigabilité qui sont vraiment marquées. Donc les conclusions de ce premier bilan à 10 ans et demi, une rigidité cognitive, une lenteur importante, une hypersensibilité tactile, une fatigabilité importante, un accès à l'humour compliqué, un manque de confiance en lui. Mais l'ADI est limite, l'ADOS est négative, et donc on ne va pas pouvoir conclure de façon formelle à ce diagnostic de TSA, même si cliniquement il y avait quand même quelques éléments qui nous évoquaient ce diagnostic complémentaire. Et donc on propose de le revoir à distance, et entre-temps on préconise bien sûr la psychothérapie, le travail des habiletés sociales, et puis tout ce qui se fait déjà, l'orthophonie, l'ergo. Et on conseille aussi une classe à petit effectif, on était plutôt parti vers une Ulysse, mais avec beaucoup d'inclusion. C'est ça. Donc, il fait son collège en Ulysse. Il est inclus dans toutes les matières, sauf pour le français et les maths. Et il reste fatigable, il se concentre difficilement, mais il tient bon, il participe. Toujours pas autonome quand même pour l'utilisation de l'ordinateur, il continue à être suivi. À la maison, les choses vont mieux. L'objectif scolaire, les aménagements et ses prises en charge semblent vraiment lui convenir. Il essaye d'être autonome à la maison pour la vie quotidienne. Il choisit ses amis. Les parents disent qu'il gère un petit peu mieux ses émotions. Il a une excellente culture générale. Il regarde beaucoup de reportages à la télévision. Cliniquement, ça commence à aller mieux. Il devient de plus en plus rassurant sur le plan de son contrôle moteur, avec une motricité qui devient plus précise, fluide. Juste encore quelques embardées à la marche, mais c'était beaucoup mieux que quelques années avant. Des réponses spontanées, parfois plaquées, donc les choses vont mieux, mais ça reste un petit peu compliqué. Et il est réadressé au CRA, il reste quand même des choses un petit peu embêtantes, et on se dit que une réévaluation diagnostique et fonctionnelle surtout sera utile, parce que la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'il va faire après le collège, hein, et en fonction de quel trouble et comment on va pouvoir l'orienter. Du coup, donc on le revoit 2 ans après, il a 13 ans. Les relations avec ses pairs se sont améliorées depuis la mise en place de la petite classe de l'Ulysse. Mais il a fait donc des progrès sur le plan de la gestion émotionnelle, mais même si ses réactions ne sont pas toujours ajustées, avec toujours des difficultés à identifier, c'est son gros problème, les intentions des autres.
Et ça, c'est compliqué. Il commence à s'intéresser à la conversation de l'autre dans un cadre familier, mais il a toujours tendance à vouloir revenir à ses intérêts restreints. En l'occurrence, c'était à ce moment-là, je crois que c'était les volcans et les catastrophes naturelles. Le dessin des volcans, en fait, ça date, et là, voilà, il était parti sur les catastrophes naturelles. Et sur le plan social, il se débrouillait plutôt pas mal autrement. Il s'exprime, alors quand on le voit de nouveau, on observe, il s'exprime, il a un bon niveau de langage, mais il y a toujours une discussion plutôt unilatérale, il y a peu de réciprocité, une intonation plaquée, une voix infantile qui contraste avec des thèmes qu'il aborde de façon très technique, voire adultomorphe, très centrée sur ses intérêts. L'interaction est possible, même semble plutôt appréciée. Le contact visuel est furtif au début, mais une fois familiarisé, il est présent, mais là encore pas toujours modulé. Son visage est assez immobile, il y a peu de nuances. Même quand il évoque des sujets vécus comme désagréables pour lui ou des sujets en lien avec ses intérêts restreints, quand il parle des catastrophes naturelles, on n'a pas très l'impression que c'est très catastrophique. Et sa démarche est plutôt sautillante. Alors on décide de refaire l'ADI, ce qui n'est pas très habituel parce qu'une fois qu'on l'a fait une fois, on n'a pas besoin de le refaire. Mais là, on avait quand même un doute, notamment par rapport aux interactions et à ce regard. Et c'est vrai, quand on réanalyse un peu les choses, finalement, il gagne un point, si on peut dire. Mais c'est-à-dire que là, vraiment, l'observation des parents, là, on rentre davantage dans un TSA. On avait, je pense, sous-estimé l'aspect regard par rapport à ce strabisme. Et donc, on refait la même chose que la dernière fois. Donc, on refait un ADOS. Et là, alors là, pour le coup, là, cette fois, il n'est pas du tout négatif. Et on retrouve là de façon beaucoup plus claire le manque de réciprocité, les intérêts qui sont marqués, des expressions faciales dirigées vers les autres qui sont plutôt réduites, des réponses sociales maladroites, ça se voit davantage. Le bilan psychologique retrouve donc toujours ses compétences intellectuelles bonnes et hétérogènes. Les épreuves de théorie de l'esprit montrent donc des difficultés à repérer les expressions faciales qui sont assez claires. Et puis, l'échelle de comportement socio-adaptatif montre toujours un retard de développement plus marqué, là encore, au niveau de la socialisation et de la communication, mais avec des progrès sur le plan de la gestion émotionnelle. Il a appris à maîtriser ses réactions émotionnelles, il a appris à mieux les réguler. Le bilan psychomoteur, donc des difficultés de coordination des membres inférieurs, les mémoires auditives fluctuantes, ainsi que sa mémoire visuelle. Une prosodie atone là aussi, puis peu d'échanges réciproques soutenus. Le bilan orthophonique donc est refait à ce moment-là pour voir, et on voit que les difficultés sont beaucoup plus importantes au niveau de la pragmatique et de la communication verbale et non verbale. Alors, là encore, avec des mimiques peu présentes, un regard souvent dirigé mais peu modulé, une prosodie particulière, les éléments qu'on avait retrouvés au début, avec une tendance à répondre de façon assez brève ou tout de suite à dévier vers ses intérêts, et puis la compréhension des métaphores et des sous-entendus qui est plutôt compliqué. Le profil sensoriel est un peu moins atteint que la dernière fois, avec quelques particularités tactiles, mais nettement moins. Donc l'ensemble, en fait, l'ensemble de ces des conclusions de ce deuxième bilan, donc à 13 ans, nous permettent quand même de poser l'hypothèse d'un diagnostic de TSA, de poser ce diagnostic-là, avec même s'il a évolué en fait même s'il a bien progressé dans son développement, cette symptomatologie apparaît là vraiment beaucoup plus évidente. On avait un doute au début, et ce doute-là était partagé par les parents, parce que les parents y avaient pensé depuis longtemps aussi, et c'est vrai que là on a pu objectiver de façon un petit peu plus claire les choses. Et donc les préconisations, donc on a accentué un peu plus le travail sur les habiletés sociales, l'orthophonie, penser à la psychomotricité peut-être en relais de l'ergo quand ça sera terminé, et puis du coup ça a ouvert la porte aussi vers une orientation, vers un CSA-TSA qui peut l'aider aussi dans son autonomie future. Voilà, donc on arrive à la fin de son parcours parce qu'on ne sait pas encore ce qu'il viendra quand il sera plus grand.
juste, vous avez compris, c'était pas une trajectoire rectiligne. On est passé par des diagnostics, on a des comorbidités, les choses se sont arrangées, d'autres sont apparues plus importantes. Donc on en arrive à la conclusion de ce processus dynamique, des troubles qui sont au premier plan à certains moments mais qui peuvent changer, des comorbidités qui peuvent apparaître, diminuer. Après, est-ce que des fois ce sont des comorbidités, est-ce que c'est la même pathologie qui évolue? Ça, c'est toutes les questions que nous pourrons avoir. En tout cas, le message, c'est que il faut, vous l'avez déjà entendu plein de fois ce matin, il faut réévaluer les enfants, les évaluer en fonction des besoins du moment pour pouvoir donner une réponse utile au moment présent, s'appuyer sur les observations et les questions des proches, de l'enfant lui-même si c'est possible pour bien orienter l'évaluation. Les diagnostics restent difficiles, que ce soit au niveau de l'analyse des troubles moteurs, de l'impact du visuel, de l'évolution vers un TSA qui en fait existait peut-être probablement déjà avant, mais c'était bien amélioré entre deux. Et l'importance d'avoir un regard global, pluridisciplinaire. Les consultations conjointes que nous avons mises en place, c'est vraiment dans ce but-là, de pouvoir recevoir les enfants et compléter avec nos regards la meilleure compréhension de leur fonctionnement, avec aussi des temps de réunion des deux centres qui sont conjointes et qui sont intéressantes pour éviter aux familles de faire des démarches en parallèle ou en complément, essayer de simplifier un tout petit peu leur parcours et surtout d'être plus efficace pour mieux comprendre les enfants. Voilà.